Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler avec la docteure Stefania Rodriguez de la clinique IVF Life Donostia. Je vais vous raconter un petit peu sur la Société européenne de fertilité, qui est donc une société qui vient d'ouvrir une partie bénévolat et une partie donation et qui cherche la commodité des patients dans le procès. Dans le procès IVF. Et voilà, je vais vous laisser avec la docteure. Et voilà, bienvenue. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Je suis la docteure Stefania Rodriguez, je suis gynécologue spécialisée en reproduction, en fertilité, et je travaille à Saint-Sébastien, à IVF Donostia. Aujourd'hui, je vais parler de les échecs d'implantation et comment est-ce que nous pouvons étudier un peu mieux les échecs d'implantation et quelles sont les solutions que nous pouvons vous donner. OK? Premièrement, je vais parler de l'implantation embryonnaire. On va faire une petite introduction. Après, les causes et solutions de les échecs d'implantation. Je vais parler de les causes embryonnaires, utérines, endométriales et des autres causes que nous pouvons traiter. Et finalement, on va faire une petite conclusion un peu en relation avec tous les sujets. Et qu'est-ce que l'implantation embryonnaire? L'implantation embryonnaire est un processus très complexe et l'embryon doit parler, on va dire, doit parler avec l'endométrio pour finalement faire une invasion de l'endométrio et continuer pendant les 9 mois de grossesse attaché à l'utérus. OK? Et pendant tous les processus d'implantation, nous pouvons étudier différents facteurs avec lesquels nous pouvons traiter des problèmes qu'il y a pendant tous les processus. Mais qu'est-ce qu'un échec d'implantation? Nous parlons d'un échec d'implantation normalement pour les femmes de moins de 40 ans, parce qu'avec plus de 40 ans, on va parler après quelles sont les causes les plus importantes. Et normalement, c'est la génétique des embryons. Et normalement, après, en général, 3 transferts d'embryons de bonne qualité, nous parlons d'échecs répétés d'implantation. Et ici, dans la clinique, c'est vrai qu'après le transfert de 2 embryons, normalement, nous parlons avec les patients pour informer quelles sont les études ou les facteurs que nous pouvons écarter. Mais c'est vrai que pour bien dire l'échec répété d'implantation, après 3 transferts d'embryons de bonne qualité. Nous devons avoir 3 situations parfaites pour l'implantation embryonnaire et le développement après et pendant toutes les grossesses. Le premier est l'embryon. Et nous devons avoir un embryon de bonne qualité et avec bonne génétique. Deuxième, nous devons avoir un utérus bon et avec un endométrio bien préparé. Et finalement, une relation entre l'embryon et l'utérus que produit ou que permet de développer l'implantation et après toutes les grossesses. Nous allons parler un par un quelles sont les causes et les facteurs que nous devons tenir compte pour l'implantation embryonnaire et pour améliorer le taux de réussite de chaque traitement de fécondation in vitro. Le premier facteur, le facteur embryonnaire. Nous savons que le facteur le plus important pour l'embryon est le facteur génétique. Okay? L'anéuploïdie, c'est l'altération de les facteurs génétiques embryonnaires. La génétique de l'embryon est toujours en relation avec l'âge maternel. Plus l'âge de la femme avance,
plus la possibilité d'avoir embryon avec une altération génétique. Et avec plus de 35 ans, la génétique des embryons, bien, la quantité des ovules, la réserve ovarienne, et aussi la qualité génétique de nos ovules tombe très rapidement. Et comme vous pouvez voir dans les deux graphiques, et à partir normalement de 35 ans, les taux des embryons avec bonne génétique tombent très rapidement. Moins de 40% des embryons portent une bonne génétique. Et la quantité des ovules aussi tombe très rapidement. Ça, c'est le facteur le plus important. C'est pour ça que nous avons parlé des échecs d'implantation chez les femmes de moins de 40 ans. Okay? Parce qu'avec plus de 40 ans, le taux d'altération génétique sont très hauts et très hauts. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer la génétique? Nous pouvons faire la sélection des embryons de bonne génétique. Et nous pouvons faire produire les embryons avec la fécondation in vitro et faire le test génétique, c'est le PGT-A, et pour évaluer l'ADN des embryons. Le test se fait pré-implantatoire. Ça se fait avant de faire le transfert embryonnaire. Et avec le test, nous pouvons évaluer tous les chromosomes des embryons et faire la sélection. Nous ne pouvons pas traiter les embryons, nous ne pouvons pas changer la génétique, mais nous pouvons faire la sélection de tous les embryons de bonne génétique et finalement écarter les embryons avec altération génétique. Comme ça, le taux de réussite après le transfert que nous pouvons donner à chaque patient est très, très haut, environ 80%. Pour faire la fécondation in vitro avec le PGT-A, nous devons commencer avec la stimulation ovarienne pour stimuler plusieurs ovules. Et finalement, le prélèvement des ovules avec la ponction ovarienne et la fécondation in vitro. Pour faire le PGT-A, nous faisons l'ICSI. C'est introduit un spermatozoïde dans chaque ovule. Okay? Parce que nous devons nettoyer tout l'environnement de l'embryon pour bien faire la biopsie de l'embryon. Après, je vais parler un peu plus. Et nous travaillons, et ça c'est important, nous travaillons après la fécondation, après l'ICSI, et avec les cultures des embryons jusqu'à 5e, 6e jour, jusqu'à l'état de blasto. Parce que les embryons à 5e jour sont les embryons plus développés et nous pouvons faire une biopsie avec une meilleure taux de réussite. Et nous pouvons prendre 4, 5, 6 cellules de chaque embryon parce que l'embryon à 5e jour porte environ 200 cellules. Et pendant le développement de l'embryon, entre le 3e jour et le 5e jour, l'embryon porte à 3e jour 8 cellules et à 5e jour 200 cellules. Et c'est pour ça que l'embryon à 5e jour est très, très fort. Et il y a déjà produit une sélection naturelle et c'est là où nous pouvons bien étudier la génétique. Et ici, nous pouvons voir la biopsie de l'embryon. Dans l'embryon de blasto, nous avons deux parties. Nous avons la partie de la masse cellulaire interne. Et nous ne pouvons pas toucher la masse cellulaire interne parce que deviendra l'enfant. Mais nous pouvons biopsier, nous pouvons prendre 4, 5, 6 cellules de la partie de l'électrophotoderme qui deviendra la placenta. Et c'est comme ça, avec cette cellule, que nous pouvons étudier la génétique.
Après, nous envoyons les cellules au laboratoire génétique et les laboratoires nous disent quel est l'embryon de bonne génétique. Et nous pouvons avoir à 5e jour un embryon de très bonne qualité. Quand nous voyons l'embryon sur le micro, nous pouvons voir que l'embryon est de bonne qualité, mais finalement, peut-être la génétique, c'est pas bon, ok? Et c'est pour ça que c'est très, très important d'écarter la génétique, ok? Étudier la génétique et écarter les embryons avec altération génétique, parce que la qualité, c'est pas en relation avec la génétique, ok? Après faire l'étude de PGT et savoir quels sont les embryons avec bonne génétique, et nous devons bien préparer l'utérus pour après la transfert embryonnaire. Ça, normalement, nous faisons la préparation utérine avec comprimés d'estradiol et des ovules et de progestérone. C'est normalement environ 3-4 semaines. Et finalement, nous prenons un embryon de bonne génétique. Nous recommandons toujours, si nous travaillons à 5e jour et en plus avec les embryons avec bonne génétique, faire la transfert un par un, parce que le taux de réussite finalement, comme nous savons, parce que l'objectif, c'est avoir un enfant né avec bonne santé chez les patients. Et nous recommandons de transférer un par un parce que le taux, c'est beaucoup plus haut. Avec les grossesses multiples, nous avons beaucoup de risques. Et si nous donnons un taux de réussite de 80%, la possibilité d'avoir les grossesses multiples avec 2 blastos de bonne génétique, c'est très, très haut. Okay? Nous recommandons toujours le transfert d'un embryon. Et le transfert, normalement, la procédure est facile. Et nous ne faisons pas avec l'anesthésie. Nous mettons l'embryon directement dans l'utérus avec l'écho. Bon. Nous devons savoir qu'environ 80% des cas d'infertilité sont en relation avec les facteurs masculins. Nous pouvons avoir l'étude basique générale de le sperme normal, mais finalement avoir un problème dans l'ADN de le sperme. Et en principe, en relation avec la fragmentation de l'ADN de chaque spermatozoïde, et ce sont des petites géries sur l'ADN de ce spermatozoïde. Et nous pouvons avoir après les problèmes pour le développement des embryons et des blastos et avoir moins taux de blastos. Si nous étudions la fragmentation de l'ADN du sperme, et c'est normalement en relation avec l'âge de l'homme et avec l'alimentation, avec les facteurs oxydants comme le café, le thé. Et si nous avons un problème là et la fragmentation de l'ADN est altérée, est pathologique, nous pouvons faire traitement pour le sperme et faire la filtration de le spermatozoïde et la sélection de le spermatozoïde le mieux pour finalement pour l'ICSI. Parce que nous devons avoir un spermatozoïde pour chaque ovule. Okay? Et nous pouvons filtrer les spermatozoïdes. Et si c'est vrai que la qualité de sperme doit être minimum, okay? Parce que sinon nous ne pouvons pas filtrer. Mais s'il y a une quantité minimum, nous pouvons faire la filtration et la sélection de chaque spermatozoïde pour améliorer le taux de blasto, la qualité. Et qu'est-ce que nous pouvons faire si, après l'étude génétique des embryons, après produire la fécondation in vitro et nous avons tous les résultats et nous n'avons pas les embryons ou bien de bonne qualité ou bien les embryons de bonne génétique. Nous avons des autres types de traitements. Nous pouvons faire l'adoption d'embryons. Et l'adoption d'embryons vient d'autres patients qui ont déjà réalisé leur rêve
de Von der famille et finalement, il y a des embryons vitrifiés et les couples, les personnes donnent les embryons pour d'autres patients. Et nous pouvons faire aussi la fécondation in vitro avec les dons d'ovules si nous pensons que le problème vient des ovules et la qualité ou peut-être la quantité aussi, ou les doubles dons avec les dons d'ovules et avec les dons de sperme. Comme ça, nous pouvons obtenir avec une garantie pour nous des embryons de bonne qualité. Bon, et si nous avons des embryons de bonne qualité, mais nous devons finalement bien préparer l'utérus et bien évaluer l'utérus pour bien implanter, pour introduire l'embryon dans un bon utérus. Et toujours, nous évaluons avec l'écho et s'il y a les anomalies intra-utérines. Et l'hydrosalpine, c'est quand il y a des liquides dans les trompes utérines et nous pouvons écarter ça avec l'écho pelvien. Et les fibromes sont très, très fréquents, mais comme les fibromes sont dans l'utérus, sont sous mucose, c'est où le problème peut arriver. Les polypes aussi, c'est comme une petite tissu dans l'endométrio, dans l'utérus, qui peut produire des problèmes de fausse couche ou des échecs d'implantation. Et aussi, les septum utérines, c'est comme une petite mur dans l'utérus que nous pouvons voir avec l'écho. Et s'il y a déjà des échecs d'implantation de fausse couche, ça peut être pour les septum. Et aussi, nous devons écarter les adhérences intra-utérines et que ça peut arriver après le curettage ou après une infection utérine, ok? Et peut-être nous savons s'il y a des adhérences, nous pouvons avoir des problèmes pour la préparation de l'endométrio et peut-être nous ne pouvons pas bien préparer l'endométrio pour le transfert embryonnaire. Et ici, une image de l'hydrosalpines, ok? C'est le liquide dans les trompes parce que normalement, les trompes, nous ne pouvons pas les voir sur l'écho pelvien. Et ici aussi, c'est important bien évaluer après les échecs d'implantation si bien écarter l'inflammation endométriale chronique. Et nous pouvons avoir une inflammation endométriale et nous pouvons n'avoir pas de symptômes. C'est pour ça que quand il y a de risques, nous recommandons étudier la cavité utérine, pas seulement avec l'écho. L'écho, c'est le premier test que nous faisons normalement dans la consultation, mais aussi avec l'hystéroscopie. Avec l'hystéroscopie, nous pouvons voir directement par une vidéo l'intérieur de l'utérus, écarter polypes petites, écarter inflammation et écarter différents facteurs qui nous disent s'il y a une inflammation utérine ou aussi des autres petits facteurs. Et comme ça, nous pouvons bien évaluer l'intérieur de l'utérus directement et essayer d'augmenter la réceptivité endométriale. Avec l'hystéroscopie ou avec une petite biopsie de l'utérus directement, nous pouvons écarter aussi l'inflammation, l'infiltration de différentes cellules inflammatoires, ok? Ou faire une étude un peu plus concrète de la microbiologie et écarter l'infection utérine. Un des plus importants facteurs de échec d'implantation, c'est l'infection utérine. Si nous, après faire tous les diagnostics, nous évaluons et il y a un problème infectieux,
nous devons donner un traitement antibiotique ou peut-être il y a une inflammation et nous devons traiter avec différents traitements anti-inflammatoires comme les corticoïdes, comme les PRP, ou peut-être si nous voyons un fibrome, nous devons faire une chirurgie, ou ça dépend de chaque résultat. Maintenant, nous faisons un traitement très actuel, c'est le traitement de PRP, c'est le traitement de plasmes riches en plaquettes. Et le traitement de PRP, c'est un traitement avec les facteurs de croissance. Nous prenons une petite quantité de sanguine de la patiente et avec le même sang, nous prenons avec les centrifugés un sérum avec le facteur de croissance. Après, nous pouvons mettre les facteurs de croissance dans l'utérus directement et nous pouvons le faire quand, par exemple, il y a un problème d'adhérence, il y a un problème avec la préparation endométriale, si l'endométrio est très, très petit, très fin. Et il y a déjà beaucoup d'études qui nous disent que c'est très, très, très bon traitement pour les problèmes pour la préparation utérine avant le transfert embryonnaire. Et aussi, maintenant, nous sommes en train de faire le traitement pour les fausses couches à répétition et pour les échecs d'implantation si nous ne savons pas sûr quel est le problème que nous avons. Un autre facteur que nous pouvons évaluer, nous recommandons d'évaluer après ou dans les échecs d'implantation, c'est la fenêtre d'implantation. Je ne peux pas prendre un embryon et mettre l'embryon dans l'utérus de la femme si je ne prépare pas l'utérus. Parce qu'il y a un moment concret où l'embryon peut s'implanter. OK? Et ça, c'est la fenêtre d'implantation. Normalement, c'est 7 jours après l'ovulation ou 5 jours après commencer avec la progestérone. Ce sont les ovules que nous donnons pour la préparation utérine après la fécondation in vitro. Mais pas toujours, c'est le même moment. Et nous savons qu'il y a des femmes où la fenêtre d'implantation est mauvaise. Peut-être pas 7 jours après l'ovulation, sinon 6 jours ou 8 jours. Et aussi 4 jours après commencer avec la progestérone ou 6 jours ou 7 jours après commencer avec la progestérone. Et nous pouvons évaluer la fenêtre d'implantation avec, par exemple, le test LERMAP, c'est le test que nous faisons ici. Nous préparons l'utérus et nous faisons une petite biopsie de l'utérus pour évaluer la fenêtre. La fenêtre est évaluée avec le gène. Nous utilisons cette test génétique pour évaluer l'état de réceptivité endométriale. Nous avons environ 30% des patients avec les échecs d'implantation peuvent porter une altération de la fenêtre d'implantation. Et si nous changeons la fenêtre, si nous pouvons évaluer quel est les jours pour faire le transfert, les jours de la réceptivité endométriale, nous pouvons améliorer le taux de réussite. Dans l'utérus, il y a aussi les facteurs immunologiques parce que toujours nous devons penser que l'embryon est un corps étranger et l'endométrio doit accepter l'embryon pour se développer après pendant les 9 mois dans l'utérus. Et c'est pour ça qu'il y a des cellules dans l'utérus qui reçoivent l'embryon. Et nous pouvons bien évaluer si les cellules que porte l'utérus sont dans une bonne quantité, parce qu'il y a des cas que nous pouvons avoir plus de cellules immunitaires ou moins de cellules, ou plus activées ou moins activées.
mais nous devons avoir un équilibre sur toutes les cellules pour pouvoir aider l'embryon à produire l'implantation. OK? Si il y a un problème là et le résultat c'est pas bon, nous devons donner un traitement immunothérapie pour chaque patient. En relation avec l'immunité, il y a aussi la possibilité de faire une étude génétique de l'immunologie. C'est différent que le précédent, que les cellules immunitaires, parce que ici, nous pouvons étudier la clé qui ouvre la porte pour l'implantation embryonnaire. Nous savons qu'il y a dans la maman, il y a une porte que c'est le KIR, et l'embryon porte la clé, c'est l'HLA, et nous pouvons étudier la compatibilité entre le KIR et l'HLA de l'embryon. Et normalement, nous utilisons cette étude pour les échecs d'implantation pour, par exemple, le don d'ovule ou le double don, parce que nous pouvons faire la sélection de la compatibilité génétique immunitaire. Nous pouvons sélectionner la meilleure compatibilité pour améliorer les résultats. Ce sont toujours des petits facteurs pour améliorer. Nous recommandons toujours faire le transfert d'un seul embryon, ça c'est important. Et il y a des cas que nous recommandons de faire un traitement immunomodulateur. OK? Et après faire toutes les études pour l'embryon, après bien évaluer l'utérus, et nous mettons l'embryon dans l'utérus, il y a des autres facteurs qui produisent finalement l'implantation embryonnaire. Par exemple, les thrombophilies, la réceptivité endométriale de l'utérus peut être conditionnée pour altération de la coagulation. Et s'il y a une altération et la sang ne peut pas bien arriver à l'utérus, l'embryon après l'implantation ne peut pas se développer. Il y a différentes études pour évaluer les thrombophilies. Et avec les études classiques, les études basiques, nous pouvons écarter moins de 30% des altérations de coagulation, mais maintenant nous avons d'autres études de thrombophilie plus complexes et avec lesquelles nous pouvons écarter plus de 80% des altérations d'altération de coagulation. Et avec les études génétiques et d'autres études. Comme ça, nous pouvons bien évaluer la coagulation et traiter chaque cas avec les traitements les plus recommandés. Normalement, traitements anticoagulants comme l'héparine. Bon, finalement, des petites conclusions en relation avec tous les sujets. Et premièrement, pour bien évaluer ou pour bien produire les embryons, évaluer les altérations génétiques et la fragmentation de l'ADN du sperme pour écarter problèmes sur les facteurs masculins. Si nous ne pouvons pas produire bons embryons ou des embryons avec bonne génétique, nous pouvons faire les dons d'ovules, les doubles dons ou faire l'adoption d'embryons. Et si nous savons déjà ou nous pouvons produire les embryons de bonne qualité, nous devons bien étudier l'utérus, écarter anomalies intra-utérines, faire l'hystéroscopie, évaluer avec la biopsie utérine l'endométrio, étudier la fenêtre d'implantation, étudier l'immunologie dans l'utérus. Et si nous faisons le traitement de don d'ovule, le traitement de don de sperme, nous pouvons étudier la compatibilité génétique immunitaire. Et finalement, les thrombophilies, pour traiter normalement avec l'anticoagulant, l'héparine,
Et aussi, normalement, nous faisons toujours l'étude des thyroïdes pour écarter des problèmes immunologiques aussi, et pour les thyroïdes qui après peut développer ou peut produire un fausse couche. Bon. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec moi et j'espère que la présentation a été intéressante. Et bon, maintenant, nous allons passer aux questions. Merci beaucoup, ça a été très, très intéressant. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'en ai une que j'ai reçue. J'ai 42 ans et j'ai fait 5 fausses couches consécutives au cours de 3 années lors de grossesses naturelles. Pouvez-vous étudier les cas de fausses couches récurrentes avant la FIV? Oui, normalement, ce sont 42 ans et 5 fausses couches de grossesse naturelle. Les facteurs les plus importants, c'est les facteurs génétiques, probablement. Et 80% des fausses couches se produisent pour les facteurs génétiques. Et si premièrement, nous devons faire une étude de la réserve ovarienne, pour évaluer quelle est la quantité des ovules. Mais nous pouvons faire un traitement de fécondation in vitro et écarter les embryons avec altération génétique. Parce qu'avec 42 ans, normalement, nous avons un de chaque 5 embryons sont avec bonne génétique, portent une génétique normale. Les autres 4 portent des altérations génétiques. Et naturellement, c'est très difficile parce que nous ovulons normalement un ovule chaque mois. Et si nous pouvons produire un embryon, la probabilité des altérations génétiques est très, très haute. OK? C'est ça. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a une question. C'est une question, c'est la question la plus fréquente et c'est très, très intéressant. Finalement, avec plus de 38 ans, nous recommandons faire l'étude génétique des embryons. Bon, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire, donc pendant, je vais publier celle-là. Qu'en est-il des fausses couches après un programme de don d'ovules? Sont-elles statistiquement plus faibles qu'après les cycles de FIV avec les propres ovules? Normalement, après les traitements de don d'ovules, le taux de fausses couches est plus vaste qu'avec les traitements de fécondation in vitro. Non, en général pour l'âge de la femme, pour l'âge de la donneuse, parce que ici en Espagne, sont moins de 34 ans et le taux de fausses couches est plus vaste. Mais c'est vrai que nous pouvons avoir fausses couches après les traitements de don d'ovules. C'est pour ça que nous devons bien évaluer l'utérus et d'autres facteurs comme la thrombophilie, parce que ce sont des facteurs très, très, très importants et si nous écartons la génétique. Et il y a aussi des cas que nous devons ou nous recommandons faire l'étude génétique sur les embryons de don d'ovules parce que peut-être il y a un facteur masculin si nous fécondons avec le sperme de conjoint et après écarter altération de cariotype, altération sur la génétique de les couples, ou sur l'homme, mais oui, nous devons écarter toujours les problèmes dans l'utérus, les problèmes de fenêtre, les problèmes de thrombophilie et ça c'est un peu plus concret, faire peut-être l'étude génétique dans les embryons de don d'ovules aussi. Merci beaucoup.
J'ai 46 ans et j'ai une fausse couche après un transfert d'embryon généré par un don d'ovocytes. Quelle est la solution pour éviter une fausse couche dans le cas d'un don d'ovocytes? Et éviter 100%, c'est impossible, ok? Et nous savons qu'il y a des fausses couches pour la génétique après les dons d'ovules. Nous pouvons étudier aussi les embryons pour baisser plus les fausses couches en relation avec la génétique et aussi écarter d'autres facteurs utérines, la fenêtre d'implantation, les facteurs immunologiques et les thrombophilies. Et comme ça, nous pouvons étudier tous les facteurs en relation avec les fausses couches. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a déjà écrit, donc on va attendre un petit peu. C'est difficile quand nous faisons, je comprends très très bien les patients parce que c'est très difficile quand nous faisons déjà le traitement de don d'ovules parce que c'est finalement le traitement qui nous donne le meilleur taux de réussite et les embryons de bonne qualité, de très bonne qualité. Et après, nous pouvons avoir les fausses couches. C'est bon, c'est incroyable pour les patients, mais c'est vrai que ça peut passer. Et pour ça, bon, nous devons réévaluer. Il y a une bonne chose, c'est après les fausses couches, nous avons l'implantation, nous avons produit l'implantation. Ok, c'est vrai qu'après l'embryon ne se développe pas, le développement de l'embryon ne se produit pas bien, mais il y a une implantation. Et ça, c'est important aussi. C'est une autre étape plus pour les grossesses, pour y arriver. Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui écrit là, donc on va voir. Mais merci beaucoup, docteur, ça a été très, très intéressant. C'est un sujet très intéressant. Il y a maintenant des facteurs que nous ne connaissons pas, mais il y a beaucoup de choses pour étudier, pour traiter et améliorer les taux de réussite. S'il y a un âge limite pour la FIV. Y a-t-il un âge limité pour la FIV? Et il n'y a pas un âge limite pour la FIV. Je comprends, j'entends pour la FIV avec les propobules, mais c'est vrai qu'à partir de 43-44 ans, la probabilité d'avoir les embryons de bonne génétique est très, très petite. C'est pour ça que normalement, nous recommandons faire un traitement de don d'ovule, par exemple. Et pour les traitements de don d'ovule, normalement, nous recommandons maximum 50 ans. Et bon, pour les pathologies que nous pouvons avoir et pour les risques pendant les grossesses. Et nous devons bien évaluer la santé de chaque femme et bon, faire la recommandation parce que finalement, les grossesses, c'est une étape très, très, très importante et aussi très dure pour notre corps. Et bon, nous devons bien évaluer la santé. Merci beaucoup. Alors, merci. Bon, merci à vous. Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, on va finir. Alors, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, docteur, de votre présentation. Ça a été très, très cool et très intéressant. Et on se voit bientôt. Bon, à bientôt. Merci à vous. Au revoir.